Well, life's been fun, kind of laid back, ain't much you know, comfortable, you can't hack. So it's a rise, early in the sack. Avec la chanson Take Me Home, Country Roads, Hit the Waves, les mélomanes ont découvert l'un des meilleurs morceaux du brillant John Denver. Pendant les 20 années qui ont suivi, l'auteur, compositeur, interprète et acteur a été l'un des artistes acoustiques les plus populaires des années 70 et l'un des plus grands succès commerciaux de cette époque. Plus qu'une voix appréciée, Denver était une célébrité modèle. Cependant, loin des caméras, le tableau de la vie privée de Denver était si choquant que ses fans n'arrivaient pas à croire qu'il s'agissait du même artiste qu'ils aimaient et respectaient. Des confessions d'ex-épouses aux rapports documentés sur les activités illégales de Denver. Les histoires horribles étaient plus vraies que ses fans ne l'espéraient. Aujourd'hui, après des années de spéculation, la véritable nature de l'homme a enfin été révélée, et c'est plus choquant que quiconque ne l'aurait imaginé. Denver est né sous le nom de Henry John Deutschendorf le dernier jour de décembre 1943. Ayant grandi à Roswell, au Nouveau-Mexique, Denver a eu l'enfance dont beaucoup de garçons rêvaient, une famille passionnée d'aviation. Son père, le capitaine Henry Deutschendorf Sr., était un célèbre pilote de l'armée de l'air qui a établi 3 records de vitesse à bord d'un bombardier appelé le B-58 Hustler. Cet homme était un héros du monde militaire et fut même honoré par son intronisation au Panthéon de l'armée de l'air. Mais pour le jeune Denver, le revers de cette vie de rêve résidait dans l'instabilité de la vie militaire. La famille dut déménager fréquemment, vivant en Arizona, en Alabama et au Texas, en peu de temps. Malheureusement, Denver ne parvenait pas à se faire des amis proches, car il ne restait jamais assez longtemps au même endroit. Juste au moment où il commençait à se sentir bien, il était temps de déménager à nouveau. Il se sentait alors seul, comme s'il n'avait vraiment sa place nulle part. Un sentiment qui le hantait toute sa vie. À l'âge de 11 ans, Denver vivait à Tucson, en Arizona. Sa grand-mère lui offrit un cadeau précieux, une vieille guitare Gibson fabriquée en 1910. Lorsqu'elle lui parvint, elle avait déjà plus de 40 ans. Cette guitare devint pour lui un symbole de stabilité et, grâce à elle, il composa une musique qui lui apporta du réconfort dans ses moments de solitude. Il a rapidement intégré le chœur des garçons de Tucson, en Arizona, où il a appris à chanter en harmonie et à se produire devant un public. Au lycée, il interprétait déjà des chansons folkloriques lors de petits spectacles. La musique était alors devenue bien plus qu'un simple passe-temps. C'est ainsi qu'il a trouvé sa place dans un monde en constante évolution. Un monde qui incluait son père très strict, Dutch, le père de Denver, le poussait à exceller en tout. Mais Denver était une âme simple qui ne rêvait que d'écrire des chansons. Cela rendait souvent la relation père-fils difficile. Pourtant, tous deux partageaient une passion profonde. L'aviation. Quand Denver a appris à piloter, cela leur a offert un plaisir commun. Cela les a rapprochés. C'est peut-être le risque de l'activité qui leur rappela l'importance de garder leurs proches en vie. Ce même risque allait jouer un rôle tragique bien plus tard dans la vie de Denver. Pour lui, le sentiment de liberté que lui procurait le vol lui était resté présent et transparaissait souvent dans sa musique. Après le lycée, Denver est allé à l'Université Texas Tech pour étudier l'architecture. Mais il a vite compris qu'il ne voulait pas concevoir de bâtiments. Il voulait faire de la musique. Il a donc quitté l'école et s'est installé à Los Angeles. À cette époque, il décida de changer de nom de famille. Il choisit Denver, d'après la capitale du Colorado, car il aimait les montagnes et les rivières de l'État. C'était comme un nouveau départ. Au milieu des années 1960, Denver a connu une grande percée. Parmi environ 200 chanteurs auditionnés, il a été choisi pour être le chanteur principal du Chad Mitchell Trio. C'était sa première véritable chance dans le monde de la musique. Cela lui a donné l'occasion de se produire devant des foules dans tout le pays. Il est resté avec eux et a enregistré 3 albums. Être sur scène l'a aidé à gagner en assurance en tant que chanteur. La vie sur la route était dure, mais Denver s'en est imprégné et a progressivement trouvé sa voix. L'une de ses chansons les plus célèbres à cette époque était « Leaving on a Jet Plane ». Le groupe folk Peter, Paul et Mary l'a enregistrée à la fin des années 1960, à la fin de la décennie. Elle était devenue numéro 1 du Billboard. Même si Denver n'était pas encore un artiste solo reconnu, cette chanson prouvait que son écriture pouvait véritablement toucher le public. Lorsque le trio s'est séparé, Denver n'a pas regardé en arrière. Il commençait déjà à grimper seul dans les charts.
Passer du statut de chanteur de groupe à celui de star solo n'a pas été chose facile, mais Denver a su le faire croire. Sa carrière a véritablement décollé au début des années 1970 avec la sortie de son album phare, Poems, Prayers and Promises. La chanson Take Me Home Country Roads est devenue un classique, mais elle a failli ne jamais voir le jour. Les premières copies de la chanson présentaient des problèmes de son et, pendant un temps, on a cru qu'elle allait échouer. Mais son nouveau manager, Jerry Weintraub, n'a pas baissé les bras. Il a incité les stations de radio, à commencer par Denver, dans le Colorado, à diffuser la chanson. Sorti mi-avril, il a progressivement rencontré un franc succès. Fin août, il atteignait la 2e place du Billboard Hot 100. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et est devenu disque d'or le même mois. Au fil des ans, la chanson est restée populaire et s'est vendue à plus d'1,5 million d'exemplaires numériques rien qu'aux États-Unis. Son influence était telle que l'État de Virginie-Occidentale en a fait l'une de ses chansons officielles. En 1972, Denver a sorti un nouvel album intitulé Rocky Mountain High, sorti en septembre. C'était son 6e album et le premier à atteindre le top 10 aux États-Unis. Il a culminé à la 4e place du classement Billboard 200. La chanson titre, Rocky Mountain High, est devenue l'une de ses chansons les plus appréciées, entrant dans le top 10 du Billboard Hot 100 en 1973. La même année, elle a été classée numéro 29 au classement de fin d'année et est devenue une favorite parmi les fans qui aimaient la nature et le plein air. La pochette de l'album a été prise à Slaughterhouse Falls, à Aspen, dans le Colorado, ce qui rend la chanson encore plus personnelle à Denver. Des décennies plus tard, Rocky Mountain High est devenue l'une des 2 chansons officielles de l'État du Colorado. Les années 1974 et 1975 ont été les plus réussies à Denver. En seulement 18 mois, 4 de ces chansons ont atteint la première place du Billboard Hot 100. Sunshine on My Shoulders a atteint la première place en mars 1974. Puis, la chanson d'Annie a suivi en juillet. Heureusement, I'm a Country Boy a atteint le sommet en mai 1975. Suivi de I'm Sorry en septembre de la même année. Ces chansons ont révélé les multiples facettes de son talent. Certaines étaient douces et pleines d'espoir, comme Sunshine on My Shoulders. D'autres, comme Thank God I'm a Country Boy, étaient pleines d'énergie et de joie. La chanson d'Annie, écrite en seulement 10 minutes pour sa femme, est devenue un classique des mariages. À cette époque, Denver était omniprésente à la radio, à la télévision et dans des millions de foyers à travers le pays. Durant cette période faste, il a également sorti 3 albums, tous numéro 1. Denver's Greatest Hits, sorti en 1973, est devenu l'album le plus vendu de l'histoire de RCA Records, dépassant même Elvis Presley. Son album Back Home Again, sorti en 1974, a été triple disque de platine aux États-Unis. Puis, en 1975, il sort Windsong, double disque de platine, Ensemble. Ces 3 albums prouvent que Denver est une véritable superstar de la musique. À la fin de sa carrière, il avait composé environ 300 chansons, dont environ 200 écrites lui-même. Au total, il a remporté 12 albums d'or et 4 albums de platine. Sa musique s'est vendue à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde, faisant de lui l'un des auteurs-compositeurs, interprètes les plus populaires des années 1970. L'arrivée de Denver à Hollywood fut à la fois surprenante et réussie. En 1977, il a joué aux côtés de la légende de la comédie George Burns dans le film à succès Oh God. Même si Denver n'avait jamais joué auparavant, sa gentillesse et son honnêteté ont conquis le public. Le film, réalisé par Carl Reiner et adapté d'un roman d'Avery Corman, racontait l'histoire d'un gérant d'épicerie ordinaire choisi par Dieu pour partager un message divin. La performance de Denver était réaliste et crédible, permettant aux spectateurs de s'identifier facilement à son personnage. Le film a connu un franc succès, engrangeant plus de 51 millions de dollars aux États-Unis et obtenant même une nomination aux Oscars pour son scénario. Bien que Denver ne soit pas revenu pour les suites du film, son premier rôle a prouvé qu'il pouvait faire plus que simplement chanter. Il devint l'un des rares musiciens à réussir sa transition vers le métier d'acteur. Denver devint également populaire hors des États-Unis, même si certains critiques n'en croyaient pas ses capacités. Son manager, Jerry Weintraub, était convaincu qu'il était important pour Denver d'établir un lien direct avec ses fans étrangers.
Malgré quelques doutes, Weintraub organisa donc une série d'émissions spéciales télévisées destinées au public britannique. Il expliqua que, puisque les critiques ne feraient pas de Denver une star, il s'adresserait directement au public. Le plan fonctionna à merveille. La personnalité chaleureuse et la voix claire de Denver ont conquis les téléspectateurs britanniques et contribué à se constituer une solide base de fans en Europe. Ces émissions spéciales ont prouvé que la télévision pouvait être un puissant moyen de faire connaître des artistes au monde entier et ont contribué à faire de Denver une star internationale. Son émission spéciale, An Evening with John Denver, a même remporté un Primetime Emmy Award, l'une des plus grandes distinctions de la télévision. Il est apparu dans de nombreuses autres émissions spéciales, où il a chanté ses chansons, raconté des histoires et joué avec ses amis. Ces émissions ont fait connaître sa musique dans les foyers du pays et du monde entier. Chaque prestation était personnelle, ce qui a contribué à faire de lui l'un des artistes les plus appréciés de son époque. Mais Denver était bien plus qu'un simple chanteur. Au milieu des années 1980, il s'est exprimé devant le Sénat américain. À l'époque, les parents réclamaient des avertissements sur les musiques qu'ils jugeaient trop offensantes. Bien que Denver fût connu pour ses chansons douces, il défendait la liberté d'expression. L'une de ses chansons, Rocky Mountain High, avait été censurée, certains pensant à tort qu'elle traitait de drogue. Il expliquait la vérité et défendait le droit d'exprimer ses idées. Beaucoup pensaient qu'il soutiendrait les avertissements, mais il ne l'a pas fait. Cet événement a changé le débat autour de la musique et de la liberté d'expression. Et ses effets se font encore sentir aujourd'hui. La même année, Denver est devenu le premier artiste américain depuis plus de 10 ans à se produire en Union soviétique pendant la guerre froide. Il a donné des concerts dans 11 villes, dont Moscou, Leningrad et Tallinn. Sa tournée était bien plus que musicale. Elle visait à rapprocher deux cultures différentes. Même ceux qui ne comprenaient pas l'anglais étaient touchés par ses chansons et son message de paix. Inspiré par ce voyage, il composa une chanson intitulée « Let Us Begin », qui appelait à la paix plutôt qu'à la guerre. Les enregistrements de cette tournée furent publiés sur un album intitulé « Live in the USSR ». À la fin des années 1980, Denver retourna en Union soviétique après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui força de nombreuses personnes à quitter leur domicile et causa de graves problèmes de santé. Il chanta lors d'un concert caritatif à Moscou, qui permit de récolter d'importantes sommes d'argent. Les enregistrements alimentèrent également les fonds. Cette soirée n'était pas une question de politique. C'était une question de gentillesse et de bienveillance. Le public s'est senti vu entendu. Denver a démontré que même une seule personne avec une guitare pouvait faire une grande différence. Au début des années 1990, Denver a importé sa musique en Chine. Après des années d'isolement, les Chinois ont manifesté leur curiosité à son égard. Des chansons comme Country Roads étaient déjà chantées dans les écoles. Le gouvernement l'a invité à faire une tournée dans plusieurs villes, et l'un de ses concerts a été diffusé auprès de plus de 2 milliards de personnes. Certains souhaitaient que le spectacle soit donné dans des sites historiques comme la Cité interdite ou le Temple du ciel. La jeunesse chinoise l'accueillit à bras ouverts, et même le dirigeant du pays avait remarqué Denver des années auparavant. Sa tournée fit de lui l'un des musiciens occidentaux les plus populaires en Chine à cette époque. Plus tard, Denver se consacra davantage à l'entraide. Dans les années 1990, il a sorti un album de ses plus grands succès intitulé Homegrown. L'intégralité des bénéfices de cet album a été reversée à des sans-abri. À la même époque, il a également participé au lancement du World Hunger Project. Ses efforts lui ont valu le prix présidentiel pour un monde sans faim. Il s'est également impliqué dans des causes environnementales, utilisant sa notoriété pour sensibiliser et soutenir la planète. Denver a créé la fondation Windstar et a également lancé un projet appelé Plant It 2000, axé sur la plantation d'arbres et la reconstruction des forêts. Ses œuvres caritatives sont devenues aussi importantes pour lui que sa musique, mais sa vie personnelle était pleine de souffrances. Son mariage avec Annie Martel a débuté comme un rêve. Ils ont adopté 2 enfants ensemble et Denver a même écrit la chanson d'Annie en seulement 10 minutes. Mais à mesure que sa renommée grandissait, les problèmes de leur relation s'aggravaient. Annie se sentait souvent invisible et perdue dans son ombre. Au début des années 1980, ils décidèrent de divorcer. La suite fut chaotique et douloureuse. Si Denver était habituellement doux en public, il se comportait très différemment en privé. On rapporte qu'il était devenu colérique et imprévisible.
Le divorce fut amer et déchirant. Un jour, après qu'Annie eut abattu quelques-uns de ses chênes préférés chez eux à Aspen, Denver perdit le contrôle. Au lieu de se disputer, il débarqua avec une tronçonneuse et découpa leurs meubles en morceaux. Il a même scié leur lit en deux. Ce fut un moment bouleversant, le sombre symbole d'un mariage brisé. Amis et témoins avaient du mal à croire qu'il s'agissait du même chanteur à la voix douce qu'ils connaissaient. Pourtant, c'est Denver qui avait demandé le divorce. Les documents judiciaires faisaient état de violences qui avaient terni son image de personne honnête et intègre. Ses amis soutenaient la position d'Annie, et même certains anciens managers de Denver ont admis qu'il avait un caractère sombre. Bien qu'Annie soit restée silencieuse après le divorce, la réputation de Denver était déjà entachée. Nombre de ceux qui l'admiraient autrefois ont commencé à le percevoir sous un jour très différent. Denver a rencontré la chanteuse et actrice australienne Cassandra Delaney pour des Tupuskula, première fois au milieu des années 1980 dans un hôtel de Sydney. Il se produisait au bar de l'hôtel et fut immédiatement attiré par elle. Leur histoire d'amour s'enchaîna rapidement. À la fin des années 1980, ils célébrèrent un magnifique mariage à la montagne, entourés de leurs proches. Cela ressemblait à un conte de fées. Mais dès le début, il y avait des problèmes. Cassandra a raconté plus tard qu'être avec un homme célèbre était très difficile. Denver était beaucoup plus âgé qu'elle. Sa célébrité les suivait partout, et son humeur pouvait changer brusquement. In public, il paraissait parfait, mais derrière les portes closes. La tension était palpable. À la fin des années 1980, leur fille Jessie naquit. Denver avait cru pendant des années qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant à cause d'une maladie dont il avait été atteint enfant. La naissance de Jessie a été perçue comme un miracle. Certains se sont même demandé s'ils avaient eu recours à une aide médicale pour la concevoir. Après la naissance de Jessie, Denver est devenu plus autoritaire. Cassandra le sentait devenir jaloux et distant. Leur relation fragile commençait à se détériorer. Au milieu des années 1990, Cassandra a accordé une interview à un magazine australien. Elle a décrit Denver comme quelqu'un qui n'avait pas de véritables amis. Le personnel avait peur de lui. Les secrétaires pleuraient souvent et démissionnaient. Aux yeux du monde, il paraissait doux, mais Cassandra disait que ce n'était qu'une comédie. In privé, il était souvent colérique et dur. Elle disait qu'il buvait beaucoup, qu'il lui criait dessus et qu'il essayait de contrôler sa vie. Elle est restée longtemps silencieuse, espérant qu'il changerait. Mais rien n'y fit. Ils se séparèrent au début des années 1990 et le divorce fut prononcé quelques années plus tard. La bataille juridique fut rude. Denver a poursuivi Cassandra en justice pour plusieurs millions de dollars, l'accusant de l'avoir ridiculisée. Cassandra s'est battue pour conserver la garde de Jessie. Denver a plus tard relaté ce fait dans son livre. Il a déclaré que le divorce l'avait profondément blessé. Après cela, il n'a plus jamais été le même. Au milieu des années 1990, il a publié son autobiographie, Take Me Home. Cela a choqué de nombreux fans. Il a écrit sur sa consommation de drogues comme le cannabis, le LSD et la cocaïne. Il a également admis avoir trompé ses deux femmes. Même son premier mariage avec Annie Martel, qui a inspiré la chanson Annie's Song, avait été marqué par de nombreuses liaisons. Il écrivait qu'il agissait parfois avec plus de violence qu'il n'aurait dû. Une anecdote est ressortie. Il a un jour utilisé une tronçonneuse pour couper un lit en deux lors d'un combat. Son image de marque a été brisée. Les fans ont découvert une facette de lui qu'ils n'avaient jamais imaginée. Denver était l'un des auteurs-compositeurs, interprètes les plus populaires des États-Unis dans les années 1970. Il a atteint le sommet des classements musicaux et a conquis le cœur de millions de personnes grâce à sa voix douce et son style acoustique. Sa maison de disques, RCA, l'a soutenu à travers 25 albums, dont 13 disques d'or et 8 disques de platine. Son album de grand succès est devenu le disque le plus vendu de RCA. Mais au milieu des années 1980, les choses ont commencé à changer. Les styles musicaux se sont orientés vers les synthétiseurs et les boîtes à rythmes. Et le son de Denver n'était plus adapté. En 1986, après la vente de RCA à General Electric, l'entreprise décida de faire des économies et de se concentrer sur les nouveaux artistes. Malgré une longue et fructueuse collaboration avec Denver, ils le laissèrent penser à partir. Il fut sous le choc. He had just finished what he thought would be his next album with them, called One World, and believed renewing his contract was guaranteed. Instead, RCA chose to move on, thinking they could earn more money from other artists. Denver said they had taken him for granted even after all the profit he had brought them over the years.
with no other label willing to take him on. He had to release his next albums through his own label, Windstar. It was a tough lesson that even big stars can be left behind when music trends and business goals change. Over the years, Denver spent more than 20,000 hours flying. He earned licenses to fly single-engine planes, multi-engine planes, gliders, and even lighter-than-air aircraft. But in the 1990, his personal struggles began to catch up with him. Denver was arrested for driving under the influence not just once, but twice. The Federal Aviation Administration, which requires pilots to have a valid medical certificate to prove they are fit to fly, took action. After his second arrest, they refused to renew his medical certificate. Without that certificate, his pilot's license meant nothing. To get it back, he would have had to prove that he no longer had a drinking problem. But he never completed that process. Flying had once been his greatest joy, but now, even that was taken from him. What made it worse was how he responded to the FAA's orders. When they sent him certified letters demanding that he give up his medical certificate, he either ignored them or sent them back unopened. Legally, this created a loophole, because he never accepted the letters. The FAA could not complete the process to revoke his license. So, on paper, he could still fly, but not because he was actually fit to. It was only because the system depended on his cooperation. That loophole finally closed in March of 1997. Denver signed for one of the FAA's certified letters, which meant they could officially ground him. From that moment on, every flight he took was illegal. Getting back his flying status would have required proving his sobriety and meeting all the rules he had ignored for years. But Denver chose not to do that. Still, none of this stopped him from flying. On October the 1997, he took out a small experimental aircraft he had just bought. He was practicing takeoffs and landings near Monterey, California. He had owned the plane for only one day and had spent just about half an hour with an instructor before flying it alone. The plane had been heavily modified and was difficult to operate. One major problem was the fuel selector valve. It had been moved to a hard-to-reach spot behind the pilot's left shoulder. To switch tanks, Denver habist Gendi Sim Tidei Andi Chima to twist in his seat and reach back awkwardly. The valve was stiff and often needed pliers to turn. The fuel gauges were also behind him, so he couldn't read them easily. He needed a handheld mirror to check them, and even then the readings were not clear. Ce matin-là, alors qu'il volait près de l'aéroport de la péninsule de Monterey, il a épuisé le carburant du réservoir gauche en s'entraînant au décollage et aux atterrissages. Des témoins ont entendu le moteur crachoter puis s'éteindre. Le carburant étant épuisé, Denver a tenté de passer au réservoir droit. Pour ce faire, il dut tendre la main derrière lui et utiliser une pince pour tourner la valve. Ce faisant, il appuya accidentellement sur la pédale de direction droite. Le nez de l'avion s'inclina brusquement et, en quelques secondes, il s'écrasa dans l'océan Pacifique. Denver a été tué sur le coup. Les enquêteurs du National Transportation Safety Board ont constaté que Denver avait démarré le vol avec trop peu de carburant, seulement environ 3 gallons dans un réservoir et 6 dans l'autre. Ils ont déclaré que sa méconnaissance de l'avion était l'une des principales causes de l'accident. Ils ont également souligné les modifications de conception dangereuses qui rendaient le changement de réservoir de carburant en plein vol quasiment impossible. Bien que Denver fût un pilote expérimenté, il ne s'était pas correctement préparé au pilotage de cet avion. Le rapport indiquait clairement que l'accident aurait pu être évité si Denver avait fait le plein, s'était entraîné davantage ou avait piloté un avion équipé d'un système de carburant plus sûr. L'accident n'aurait peut-être jamais eu lieu. Son dernier vol est un triste rappel que de petites erreurs et des avertissements ignorés peuvent mener à une fin tragique. La mort de Denver à la fin des années 1990 n'a pas seulement été un événement tragique, c'était un signal d'alarme. Alors que des millions de fans pleuraient la perte d'un chanteur folk adoré, l'accident a également révélé un aspect plus complexe de sa vie personnelle. La passion profonde de Denver pour l'aviation a parfois poussé jusqu'à des comportements risqués. Il était connu pour réaliser des figures en planeur moteur éteint et pour voler même sans autorisation médicale. Ces actions témoignaient d'une tendance à repousser les limites, parfois de manière dangereuse. Malgré les nombreux avertissements des autorités aéronautiques et le retrait de son certificat médical, il a continué à voler. L'accident a également mis en évidence plusieurs mauvais choix. Voler avec peu de carburant,
utiliser un avion dont la conception était connue et voler seul sans plan de vol. Ces décisions n'étaient pas fortuites, mais s'inscrivaient dans un ensemble plus vaste de comportements à risque qui ont abouti à une tragédie. Bien qu'aucune trace de drogue ni d'alcool n'ait été retrouvée dans son organisme après l'accident, ses précédentes arrestations pour conduite sous influence et un accident survenu au milieu des années 1990, alors qu'il avait bu, avaient déjà terni sa réputation. Malgré ses défauts, l'héritage de Denver est resté fort. Sa musique continue de toucher le monde entier avec ses messages de paix, d'amour pour la terre et ses émotions profondes. Des chansons comme Take Me Home, Country Roads, Annie's Song et Rocky Mountain High sont toujours appréciées aujourd'hui comme des classiques de la musique folk et country. Il fut également l'un des premiers musiciens célèbres à faire de la protection de l'environnement une priorité dans son œuvre, bien avant que cela ne devienne une cause commune. Finalement, on préfère se souvenir de John Denver pour son lien profond avec la nature et la musique, plutôt que pour ses mauvais choix de vie. Sa statue de bronze de 4,5 mètres, exposée à l'amphithéâtre Red Rocks, rappelle parfaitement à ses fans la grandeur de l'homme qui a parcouru ses routes de campagne.